Salut les gens, ça fait un petit temps déjà. Ouais, j'ai pas vraiment d'excuses en plus vu mes études de chômeur. Bon, en tout cas laissez-moi vous conter les raisons qui m'ont poussé à choisir Ghost Lady en vue de cette vidéo. Comme d'habitude quand je lis Hippo, car je les ai tous gagnés. Bref, j'ai pris l'habitude dans ma lecture Photo non contractuelle. de m'arrêter entre chaque saison. Le manga étant découpé par partie, et durant chacune de ces pauses, je jette mon dévolu sur un autre manga pour aérer mes lectures. Et c'est là que je me suis souvenu du manga que j'avais acheté mais pas fini, Ghost Lady, qui m'a été super bien vendu par Aruban. Mais entre la sortie du premier tome et de ce second, j'avais eu le temps de décrocher. Pas ça, pas du tout avec pas ça, Zinedine. Et oui, quelle erreur, parce que franchement, Ghost Lady est l'un des mangas les plus beaux que j'ai vus. Mais d'abord, il est important de faire un petit point sur Kazuhiro Fujita. Vous avez pu voir sur certaines planches montrées déjà que Fujita a un style plutôt particulier. Un style que j'adore vraiment, mais qui j'en ai conscience peut en rebuter certains. Personnellement, j'ai connu son style avec l'anime de Ushio Totora, adapté de l'un de ses mangas. L'un des seuls animés dont j'ai acheté le coffret DVD au prix fort, et l'on s'aperçoit que le style de Fujita colle parfaitement à l'ambiance qu'il essaye de montrer. Que ce soit le désarroi, la joie ou même la terreur. Putain, l'être pâle, ce que tu peux être flippant. Et bah son style sur papier est encore plus impressionnant que sa version anime. Et c'est même en partie pour ça que c'est mon mangaka préféré. Et j'espère pour vous que ce n'est pas quelque chose qui peut vous rebuter. Vous le verrez bien, son style particulier nous rend les expressions des personnages que plus fortes. Enfin bref, c'est l'occasion idéale pour faire un point léger sur Fujita. Diplômé de l'université de Nihon, Kazuhiro Fujita commença sa carrière de mangaka grâce à une histoire courte qui gagna un prix en 1988. Il commencera en 1990 sa première histoire majeure, Ushio Totora, qui remportera un succès et plusieurs récompenses. En effet, pour le coup, Fujita opte pour une histoire plus classique. You friend is gogol, hein. Un bon vieux shonen à l'ancienne avec cette tsundere de Tora. Il enchaînera en 1997 sur son deuxième grand succès, Karakuri Circus, qui a d'ailleurs eu la chance d'être adapté en animé, donc foncez le voir d'ailleurs. C'est en 2007 qu'il publiera une histoire courte, The Black Museum, Springle, œuvre courte se déroulant dans Londres des années 1900. Histoire qui posera les bases pour une autre histoire courte, Ghost Lady. Et tu l'as deviné, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Il me semble important, pour commencer cette analyse, de faire un résumé de cette fabuleuse histoire. Alors, Ghost Lady se passe dans Londres du 19e siècle. Sachant que ce manga est un récit semi-biographique où l'on suit un personnage occidental assez connu au Japon, Florence Nightingale. Mais alors, qui est cette Florence Nightingale? Tout comme dans le manga, Florence Nightingale est une femme britannique issue de la bourgeoisie. C'est quand elle rencontre Samuel Gridley Howe que sa vie changera. En 1884, Florence Nightingale demanda à Howe, un grand docteur, créateur des écoles pour aveugles, s'il trouvait inconcevable qu'une fille de la haute devienne infirmière. Howe trouva cela incongru et inhabituel, mais pour autant, il pensait que si c'était sa vocation, elle devait la suivre. C'est à partir de là, en 1844, qu'elle devient une actionnaire importante chez les infirmières, allant même jusqu'à investir les fronts de la guerre de Crimée, pour y sauver des soldats. Le manga n'est pas tout à fait pareil, il est en effet plus romancé. Nous suivons toujours Florence Nightingale, mais cette fois au bord du suicide, tourmentée par le fait que ses parents ne la laissent pas devenir infirmière, chose que Dieu en personne lui avait demandé. En effet, Florence a un lien particulier avec le divin, même depuis petite. Elle voit les ectoplasmes qui flottent au-dessus des humains. Ces ectoplasmes représentent l'énergie mauvaise des humains, pour faire ça. Étant catholique, Florence refuse de se suicider, au risque de mourir en enfer. Florence s'adressa alors à Gray, un fantôme hantant le théâtre de Drury Lane, pour lui demander de lui ôter la vie. Gray, ayant passé plus de 100 ans à regarder des pièces de théâtre, il accepta la requête de Florence, à une condition: qu'il puisse mettre en scène la mort de Florence, en la faisant mourir au moment où elle sera au plus bas de son moral. À partir de là, naîtra une relation exceptionnelle entre Gray et Florence. Tout cela à partir d'un pacte, celui de Ghost Lady. Très bien, alors que dire sur ce manga? Parlons tout d'abord du point fort de Ghost Lady, sa dramaturgie, de sa mise en scène. Pour le coup, je sais pas si Fujita a réellement relu l'intégralité de Shakespeare et des autres auteurs de son temps. Mais le manga déborde d'amour pour le théâtre, que ce soit les citations à Othello, Hamlet ou Roméo et Juliette, ou son écriture tragique rappelant des pièces de l'époque. Le théâtre qui est d'ailleurs glorifié. C'est en y allant que les personnages se libèrent de leurs ectoplasmes, en un sens de leurs pulsions, ce qui est un bon miroir expliquant le phénomène de catharsis, se libérer par la fiction.
Ainsi, bien que ancrée dans la réalité de la guerre de Crimée, Fujita laisse place à sa Florence Nightingale, qui sera la figure de proue de sa propre histoire. C'est elle qui façonnera son monde à sa manière et qui brisera ses carcans pour pouvoir évoluer et rendre le monde plus juste. Même si la structure de l'histoire peut paraître cyclique lors d'un moment avec le cas échéant, Florence allant dans un hôpital pour y améliorer les conditions d'hygiène, ce n'est pas moins les lieux de l'histoire qui sont intéressants que l'évolution des personnages. C'est surtout cette relation femme et fantôme qui est intéressante. Gray, qui peut être vu comme le personnage principal de cette œuvre, va interférer dans l'histoire de Florence pour à jamais changer sa vie. En effet, sa volonté d'avoir la tragédie parfaite le mènera à faire des actions qui ne vont pas avec l'idée première de l'action, tuer Florence. En effet, tuer Florence dès le début de son histoire n'aurait pas grand sens. C'est pour cela que quand Florence annonce qu'elle veut mourir de la main de Gray juste après s'être expliquée avec ses parents, cela ne se passe pas comme prévu. En effet, Florence était déjà fragilisée du fait que Gray ait abattu son ectoplasme, ne la laissant que pour se défendre une sorte d'alter ego semblant être fait d'un blanc immaculé qui dénote des autres ectoplasmes gris et très détaillés. Elle est ici mise à nu face aux reproches de ses parents. Florence était déjà fragilisée par l'ectoplasme qui lui pesait dessus. C'est pour cela que les reproches des parents ne peuvent que plus la blesser avec une violence graphique atrocement belle. C'est alors que Florence, du fait de la disparition de son ectoplasme, va prendre en confiance et va s'opposer à ses parents dans une très belle tirade au ton shakespearien. C'est alors que Gray, voyant ce qu'il juge être une scène pour son héroïne, va intervenir en tuant les ectoplasmes des parents de Florence. Ce qui produira chez un humain normal une perte de conscience et de neurones visiblement. Cette scène du début, qui n'est donc pas un spoil, nous montre deux choses. Premièrement, l'importance de la relation Gray et Florence, qui se construit en résonance. Le fait que Florence soit allée à la rencontre de Gray fait que son ectoplasme a été détruit, ce qui fait qu'elle prend confiance en elle, ce qui fait que Gray intervient. Mais cela nous montre aussi que Gray est un démiurge dans son monde, une sorte de Deus Ex Machina qui est perfectible. Chose d'autant plus intéressante que le Deus Ex Machina est un procédé propre au théâtre et que je trouve très bien choisi, sans que cela ne brise l'intrigue. Qui plus est, Gray n'est pas tout puissant. Comme tous les personnages, il a son histoire et ses faiblesses, mais nous y reviendrons plus tard. C'est comme ça que le statu quo est brisé et que Florence pourra sortir de son carcan bourgeois pour exercer la fonction d'infirmière, pourtant mal vue à l'époque. C'est donc, comme nous le laisse entendre le début de l'histoire, une montée en crescendo dans l'infamie des lieux où se trouve Florence, auquel nous aurons le droit. C'est alors qu'avec la flamme dans l'œil, Florence se confrontera à la première dureté du terrain, avec les dames de l'hôpital londonien de Harley Street, qui lui mettront des bâtons dans les roues. La suite n'est pas très importante à détailler. Et aussi, pour vous laisser découvrir les détails et les péripéties de cette œuvre, j'ellipserai cette partie. C'est quand William Russell, journaliste anglais sur le terrain en Crimée, écrira un article sur le champ de bataille que Flo ira dans un hôpital non loin du front. Est-ce que le plus grand antagoniste du récit est mis en place, le Dr Hall, un vétéran de la guerre qu'on a placé à la tête d'un hôpital. Personnage nourri d'une haine viscérale, mentant sur l'état de son hôpital en disant que tout s'y passe bien pour avoir les éloges des dirigeants et vivre tranquillement pour le restant de sa vie. Ce qui aboutira à l'appauvrissement des conditions d'hygiène de l'hôpital. L'arrivée de Florence produira donc un grand conflit d'idées entre nos deux personnages. Cette partie de l'histoire nous introduira plusieurs personnages pouvant voir des ectoplasmes, ou même les spectres, du même ordre que Gray, comme le Chevalier Déon, personnage de l'histoire française. En effet, Charles Guenièvre Louis Auguste André Timothée Déon de Beaumont, abrégé en Charles Guenièvre Déon, ou Chevalier Déon, commence par être recruté dans le Secret du Roi, un cabinet noir créé par Louis XV, qui est considéré comme la première structure de service secret. Le Chevalier Déon est donc considéré comme un des premiers espions français. Il est notamment connu pour son goût du travestissement et son identité sexuelle reste jusqu'à aujourd'hui un mystère. Mais bref, dans le manga il reste à peu près comme cela, bien que son histoire ne soit pas exposée. Mais cela me permet d'aborder l'un des points les plus maîtrisés de son manga, ses personnages. Et des bons personnages, il y en a dans cette œuvre. Et leur histoire est pour la plupart assez touchante et très poétique. Tout d'abord on a Florence Nightingale, dont on suit l'histoire goutte à goutte et dont on a le droit à certains flashbacks caractérisant assez bien le personnage. Une fille seule dans son monde que l'on oblige à se conformer à des us et coutumes qui l'empêchent de vivre et de s'épanouir. Bon, ce postulat de départ est assez classique, mais c'est son exécution et sa réalisation qui seront le magnifier dans son évolution vers une prise de conscience en elle-même. Mais le personnage que je trouve le plus abouti, le plus intéressant à découvrir est Gray. Ce personnage dont on aperçoit des parcelles de son histoire en filigrane. Ce personnage qui est pourtant au début représenté graphiquement comme une sorte d'ombre, un monstre tricorne et qui s'incarne au fur et à mesure que nous apprenons à le découvrir. Passant du personnage fonction, servant juste à exécuter Florence, à un réel personnage auquel nous pouvons nous attacher. Au fur et à mesure de l'œuvre, Gray va prendre vie et devenir plus vivant que certains vivants. Et deviennent d'une certaine façon plus français que les Français.
En effet, il deviendra plus vivant que certains personnages comme Hall, général ayant perdu un sens du vivant au fur et à mesure de sa vie. Et comme je l'ai déjà dit, ce spectre du passé nous révèle son histoire au cours du volume. Toujours sans spoiler, son histoire a pour qualité de bien jouer avec les accoutumés de l'époque. Nous plongeons bien dans ce Londres du 19e siècle. Après, je sais que j'appuie beaucoup sur cet aspect, mais même son flashback est écrit comme une tragédie. Et ce n'est pas du pathos simple, son souvenir apportera beaucoup à l'histoire. Il fera écho à des événements passés et des événements qui se passeront au sein du récit. C'est une écriture qui semble bien agréable, genre de clin d'œil complice qui ne fait que rendre l'œuvre meilleure. C'est possible que je sois simplement un Yankee en effet. Mais bref. Grace est vraiment ce personnage qui me donne envie de relire ce manga. Et sa conclusion n'en est que plus belle. Mais ne parlons pas de la conclusion tout de suite. Le tome 2, que je trouve meilleur que le premier, soit dit en passant, utilise vraiment tout ce qu'il a posé dans le premier tome, et chose surprenante, il change complètement. Il se tire d'un scénario que l'on pourrait qualifier de cyclique. Il rend le personnage de Florence important aux yeux de son propre monde, et il nous montre l'aboutissement de son personnage et de ce qui en découlera. C'est quand même assez beau de voir un personnage prendre de l'ampleur dans son monde. Elle ne prend pas une importance comme Bellamy, qui grimpe l'échelle sociale petit à petit, mais son essence et son nom se répandent dans toute l'Europe. C'est donc ce postulat qui mènera à la conclusion du récit, qui pour une fois ne va pas vous être révélé, car je tiens à ce que vous le lisez de par vous-même, et puis analyser cette fin n'apporterait rien de très intéressant à part vous la raconter, et vous dire que c'est encore une fois fabuleusement dessiné et découpé très intelligemment. Vous dire que tout le dessin de Fujita dans cette œuvre est fabuleux et qu'il peut rendre compte de toutes les émotions que l'auteur veut nous faire parvenir, que ce soit l'horreur, la surprise, la contemplation, la joie ou la tristesse. Ça, vous le savez déjà, n'est-ce pas? Cette fin conclut parfaitement le manga et reste très touchant sans trop en faire. En somme, l'un des propos que je trouve le plus intéressant dans ce manga, c'est le rapport des personnages de tous les jours avec la fiction. Le théâtre de Drury Lane est l'endroit où les aspects négatifs de l'humanité disparaissent, où pendant un temps les hommes se cessent de faire la guerre pour apprécier une pièce de théâtre. On pourrait voir cette situation comme une mise en abîme qui nous parle de l'art en général et de ses bienfaits. C'est en soi un propos magnifiant et incitant à consommer de la fiction et de l'art. C'est sympa de re-questionner notre rapport à la fiction. Mais bref, que vous dire de plus? Je vais faire mon haro en vous disant que c'est dommage que Fujita fasse aussi peu de ventes en France. Et c'est dans ce sens-là que je vous invite et vous conseille grandement à acheter et lire du Fujita, pour au moins promouvoir la venue de ses œuvres en France. D'ailleurs, en parlant d'Haru, il a aussi fait une vidéo sur le même sujet que je vous invite à voir et que je mettrai en description comme je vous l'ai dit au début. Pour ma part, j'ai pas tenu à la regarder, pour pas être trop influencé par son écriture. En tout cas, c'était tout pour moi. C'était un plaisir de vous parler d'un petit manga de Fujita. Passez de bonnes fêtes et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye! Donc en fait, le résultat pratique, c'est de couper des jeunes qui ne marchaient pas dans la combine du choc de civilisation, de les amener au racisme anti-arabe d'une certaine manière.